Merci Amaury et bon week-end. Deux invités, des déplacements et des errances. L'helléniste Pierre Judet de Lacombe enquête sur une peut-être vie d'Homère et Gérard Massé laisse traduire ses poèmes comme une dérive d'une langue à l'autre, autrement dit comme un possible gage de la poésie. Poésie et ainsi de suite par Manou Farine. Et c'est jusqu'à 16h. Pierre Judet de Lacombe, Gérard Massé, bonjour, bienvenue à tous les deux. Deux explorateurs et ça tombe bien, France Culture se glisse dans leurs pas en cette fin d'année. Gérard Massé, poète, traducteur, essayiste, et c'est à ces 3 titres sans doute que vous signez Chenille et Papillon aux éditions de La Pionnière. Chenille comme vos poèmes, Papillon comme leur traduction, un recueil programme ou laboratoire qui se propose de traduire une série de vos poèmes et un essai en 8 langues. Chaque poème étant lui-même livré à 2 traducteurs, puis rétro-traduit en français, ou comment mettre en jeu la perte, l'intervalle, la métamorphose, ou encore les dérives d'une langue à l'autre, et du même coup, éclairer ce qui vous tient depuis la fin des années 70, c'est-à-dire depuis la parution du Jardin des Langues, ou du Balcon de Babel. Traduire, c'est aussi votre affaire, Pierre Judet de Lacombe, en helléniste et philologue que vous êtes. Sur votre table de travail, une nouvelle traduction de l'Iliade, à paraître prochainement aux éditions Belles Lettres. Et cette épineuse question, être Achille ou Ulysse, point d'interrogation, petite conférence adressée au jeune public qui paraît aux éditions Bayard. Et enfin, non moins épineuse question, comment biographier un homme né nulle part, qui n'a d'ailleurs probablement pas existé, ou autrement dit, comment biographier un nom. Vous en faites l'essai, au sens de tentative, avec Homère, qui paraît en folio aux éditions Gallimard, précisément dans la collection Biographie. Et en bon helléniste que vous êtes, vous commencez votre ouvrage par un dialogue avec votre éditeur, qui vous propose donc cette enquête sur Homère, dialogue qui dit d'abord l'impossibilité de vous y atteler, puis vos doutes, puis vos pistes, avant de vous lancer dans ce que vous définissez ainsi, quelque chose comme une vie, un livre ou un essai de livre sur quelque chose de vivant qui est derrière ces mots. Est-ce qu'au fond, il n'y aurait qu'un philologue qui puisse tenter une biographie d'Homère? Autrement dit, qu'est-ce qu'une biographie attrapée par le biais de la philologie? Je pense qu'un romancier pourrait tout à fait faire une vie d'Homère. Et bon, moi, j'ai la responsabilité de essayer de démontrer ce que je dis. Et je veux dire, du coup, pour ça qu'au départ, c'était un cauchemar. C'est-à-dire comment parler de quelqu'un qui visiblement est une ombre. Parce que mon métier consiste à interpréter des textes. D'abord la tragédie, Hésiode, et puis en fin de carrière, Homère, parce que c'est le plus dur. Et donc je vivais dans un texte. Et là, il fallait effectivement passer à quelque chose derrière ce texte. Et comme ce qui m'a frappé, c'est que donc aucun contemporain n'admet, ou presque aucun contemporain n'admettrait l'existence d'Homère, mais aucun ancien n'a douté de l'existence d'Homère. Donc pour eux, il y avait bien quelqu'un. Donc il fallait comprendre ce paradoxe. Et ça, c'était ma piste. C'est-à-dire de prendre tous les récits qu'on a fait sur Homère et me dire, mais ça dit quelque chose de, non seulement de cette personne, ou peut-être fantomatique, mais aussi de sa poésie. Et je pense que c'est un mythe, Homère, au sens vrai du terme, c'est-à-dire que c'est le mythe de l'auteur. C'est-à-dire que s'il y a l'Iliade et s'il y a l'Odyssée, plus d'autres poèmes, il y a forcément une force historique, un événement historique derrière. Il y a quelqu'un qui peut être mythique, peut-être que c'était un des chanteurs qui ont fait l'Iliade, mais c'était sans doute pas celui dont on raconte la vie. Mais voilà. Il y a eu une rupture, un moment dans le temps où l'Iliade et l'Odyssée se sont imposées. Il fallait bien que ce soit quelqu'un. Et donc on a inventé un mythe qui disait la réalité. C'est-à-dire que pour un grec ancien, il fallait que ces poèmes divins, parce que c'est la muse qui chante normalement, viennent de quelqu'un, d'un mortel, comme sont mortels les gens du public. Donc Homère, c'était la garantie qu'une communication pourra se faire entre les dieux, donc qui chantent à travers les muses, et les gens qui sont là. Donc pour ça, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer, je pense, l'Iliade, l'Odyssée sans cette personne qui était en creux, fantomatique, mais qui était nécessaire. Pour dire, je chante de l'Homère, même si celui qui chantait n'était pas Homère. Le mythe est vrai, sans doute, ça c'est sûr. Pourquoi dites-vous que Homère était le plus dur ?
Parce que quand on prend une tragédie, bon, Dieu sait si c'est compliqué, si on veut vraiment essayer de comprendre, si on s'intéresse à la poésie, au théâtre ou au pain d'art, etc. Mais c'est un bloc, c'est assez limité. On sait où ça commence, où ça finit, on a le texte, grosso modo. Homère, on sait même pas si on a un texte. On a une masse gigantesque. Bon, c'est 16 000 vers, l'Iliade. Est-ce que c'était un texte ou pas un texte? Alors moi, je pense que oui, mais avant de dire c'est un texte, donc c'est une œuvre, c'est un poème, c'est pas simplement un flux poétique sur Achille, les dieux, les demi-dieux, etc. Mais c'est vraiment construit comme une œuvre, comme un une tableau. marqueterie, Voilà. même. Alors moi, je pense que plus on lit Homère de près, et pour moi, je pense que je peux pas lire maintenant sans traduire. Ça, c'est Jean Bollac, là, mon maître, qui m'a appris ça, parce que quand on traduit, on est obligé de comprendre tout, enfin, tout ce qu'on repère, en tout cas. Et donc, il n'y a pas les passages faciles, les passages difficiles. Tout est difficile quand on traduit. Et plus j'avance dans l'Iliade, plus je suis stupéfait de la profondeur, de la puissance de construction que montre ce poème. Mais bon, est-ce que c'est vraiment le texte? Parce qu'il faut penser aussi que c'était oral et que donc le texte a pu varier. Et donc Oui, il a fallu 2 siècles. Alors, il a fallu plusieurs siècles. Alors, en même temps, mais qu'est-ce qui a varié? Le texte a pu varier, donc c'est très dur de dater telle partie en disant les plus anciennes. Fixé en tout cas à l'écrit. Alors, fixé à l'écrit. 6e. Alors 6e siècle. Avant notre ère. Avant notre ère, oui. Pardon. Donc oui, on reste avant plutôt. Donc sans doute pour cette grande fête des Panathénées où les tyrans d'Athènes ont décidé que c'était eux, Athènes, qui possédaient le texte d'Homère. Mais rien, donc ils l'ont fait réciter dans l'ordre lors de la grande fête d'Athéna. Mais rien que ça, nous possédons le texte d'Homère, suppose que ce texte devait bien exister. C'était un bien très précieux dont il fallait s'approprier. Et donc il fallait trouver un moyen de trouver un lien entre cette œuvre, l'Iliade, qui est d'une complexité, mais d'une beauté et d'une force de construction extraordinaire, et un événement historique. C'est-à-dire que Homère, si on dit, voilà, je chante de l'Homère, même si Homère n'a pas existé, que c'est une référence comme ça, pas inventée, mais elle-même mythique, ça veut dire on fait quelque chose de nouveau. Les poètes qui ont fait l'Iliade, puis ensuite ceux qui ont fait l'Odyssée, sans doute pas la même génération, ce sont des novateurs. Ils ont inventé. Nulle part avant, en Grèce en tout cas, il n'y avait pas ces grands poèmes monumentaux. Tout existait, les légendes, les formules, la langue, tout. Homère, je pense, n'a rien inventé. Et simplement Homère, bon, comme le nom veut dire celui qui met ensemble, qui ajointe, donc il a repris tout ça, il a fait, enfin ceux qui ont chanté en son nom, quoi, ont fait cette œuvre. Et en plus, ce qui est magnifique, c'est que Homère ne se nomme strictement jamais dans ses poèmes, contrairement à d'autres poètes comme Hésiode. Donc il dit pas c'est moi. Il dit, donc Muse chante pour moi, mais je veux dire, on ne sait pas qui c'est. Il dit je. Il dit je, parfois il peut dire, voilà, Patrocle, maintenant commence ton désastre, etc. Donc il interprète ses personnages, mais il est anonyme, donc il laisse les autres le nommer. Lui, Homère, ce qu'ils ont fait, les Homères, si on peut dire, c'est de reprendre la tradition et de la construire, de manière en assemblant des parties, en assemblant des mots, en assemblant des formules. Surtout, c'est des charpentes quoi qu'ils ont construit, de manière à faire quelque chose de nouveau. Et pour moi, je suis pas le premier à dire ça. La grande nouveauté, c'est que au lieu de raconter l'histoire d'Achille ou la guerre de Troie, il raconte une chose très limitée, la colère d'Achille, qui est la chose la plus impossible, la plus impie qu'on puisse imaginer. C'est un scandale, ce sont des massacres épouvantables, des morts laissés sans sépulture, donc c'est vraiment ce qu'il faut pas faire. Or, le poème dit, le tout début dit, ainsi s'accomplissait la décision de Zeus. Donc Zeus, qui est le dieu de l'ordre, aurait accompli une chose impensable. Donc c'est l'énigme majeure. Et donc le coup de force de l'Iliade, c'est pour ça que ça a pris, c'est de reconstruire tout le monde des dieux, des hommes, les Grecs, les Troyens, les autres civilisations aussi, à partir de cet événement qui est un événement critique qui fait que tout se détruit. Donc les dieux rentrent en quasi-guerre civile, les Grecs aussi, les Troyens donc pensent qu'ils vont gagner, du coup ils vont perdre, etc., etc. Alors, il y a déjà beaucoup de choses voilà. qui ont été dites, Pierre Judet de Lacombe. Alors, on va essayer de D'accord. revenir petit à petit un petit peu à tout ce que vous avez déjà évoqué. Gérard Massé, la question homérique, la fameuse question homérique, est-ce que c'est quelque chose qui vous importe? Vous qui avez signé il y a peu un recueil titré « Homère au royaume des morts a les yeux ouverts » aux éditions Le Bruit du Temps. Oui, je dois préciser d'abord, et j'écoutais avec plus que de l'intérêt, avec plaisir et passion. Je dois préciser que, contrairement à ce que le titre que vous venez de rappeler pourrait indiquer, je ne suis même pas helléniste. Je n'ai pas fait au lycée ce qu'on appelait des études classiques. Mais évidemment, j'ai appris à lire. Et comme je suis passionné de poésie et ses alentours, j'ai lu Homère comme tout le monde, mais assez tardivement.
Alors, ce qui peut être une légère frustration, mais ce qui présente des avantages aussi. Parce que je l'ai lu adulte, en sachant déjà au moins un peu ce qu'était la poésie, vous voyez. Et donc, ça n'a jamais été pour moi un exercice scolaire. J'ai pas annonné Homère. Et donc, je l'ai lu de façon, traduite évidemment, hein, mais neuve. Voilà. Et ce corpus homérique, je dois ajouter, depuis, n'a cessé de me hanter. C'est ça peut-être la poésie véritable, enfin celle qui traverse les siècles d'abord, et celle qui vient de loin à tout point de vue. C'est-à-dire loin, qui a peut-être traversé même le monde des morts, justement, vous voyez, ou qui fait parler les morts, qui en tout cas ne se limite pas à nos petites vies. Cette poésie-là revient par pans, par morceaux, et peut-être un peu de la façon dont c'est né, d'une certaine manière. Je ne sais pas si c'est juste, je lance des hypothèses là. On désassemble. Alors, puisque vous parlez d'Achille, moi j'ai une question à vous poser à propos de la colère, mais une vraie question. Est-ce que ce ne serait pas cette colère une façon de dire la fureur de l'inspiration ou une certaine idée de l'inspiration? C'est-à-dire qu'un poème ne peut naître que du fracas ou de la destruction, vous voyez, et ensuite il faut reconstruire. Pierre Judet de Lacombe. C'est vrai que Homère, c'est un poème. Sa poésie, c'est la poésie d'après la catastrophe. Parce que tout est perdu, c'est-à-dire le monde d'Achille, d'Ulysse, Hector, Diomède est un monde définitivement perdu. Parce que les Troyens sont morts et les Grecs, ils ont fait tellement de sacrilèges pendant la prise de Troie que donc ils ont presque disparu. Donc, et notre race actuelle, ou la race du public, ce n'est pas la race des héros. Donc on est après un désastre. Et il s'agit de sauver dans ce désastre ce qui est le plus grand. Et le plus grand, précisément, c'est cette fureur. C'est ça, c'est pas la beauté des héros qui sont semblables aux dieux. Bon, ça, on le voit tout le temps. Ça, c'est le formulaire, n'arrête pas de le dire. Ça, c'est vrai que tous ces guerriers sont en forme d'apothéose. Disons, c'est comme un paradis, quoi. Même s'ils sont hyper violents. Et Achille, c'est l'espèce de foudre, de tonnerre qui traverse tout ça, qui fait que tout ça se détruit. Mais c'est ce qui est c'est ce qu'il y a de plus fort. Alors, est-ce que c'est l'inspiration? Alors, je pense que justement l'inspiration, c'est le montage. C'est-à-dire qu'il s'agit de transformer cette espèce d'éclat gigantesque qu'est la colère d'Achille, qui est vraiment le tonnerre qui détruit tout, en chant. C'est-à-dire en rythme, en temporalité, en durée, et c'est ça le travail de Alors, ce que vous dites là me fait penser, non pas à un souvenir personnel, mais quelque chose qui rend compte vraiment d'une espèce d'origine, même fantasmée, de la poésie. Et je vais prendre comme exemple un poète moderne, André Dubouchet. Voilà. André Dubouchet, dans des entretiens avec Alain Weinstein d'ailleurs, rappelle que, enfant, dans l'immédiate après-guerre, dans le désastre et les ruines, il a survécu intellectuellement, en ayant des auteurs anciens et un dictionnaire dans sa poche. Et ça a été, je crois que j'espère que je me trompe pas, ça a été à peu près le premier poème qu'il a publié qui raconte cet épisode qu'il a ensuite livré sous une forme plus prosaïque, enfin sur la forme de souvenir. Vous voyez, il y a donc quelque chose de très semblable. Vous voyez, la poésie, c'est quelque chose aussi qui continue, voilà, qui n'a jamais commencé. Dante, dans sa Vita Nuova, par exemple, suppose un texte latin dont il nous donne une ligne et demie ou 3 lignes, enfin ça dépend des typographies, et puis il dit, je vais maintenant vous le donner en langue nouvelle. C'est quand même dans l'esprit quelque chose d'assez semblable au phénomène que vous décriviez. Moi je trouve, oui, donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est une poésie qui vient après. C'est-à-dire que je crois qu'Homère ne revendique aucune originalité, tout est traditionnel. La nouveauté vient du fait que cette tradition, ces grands monuments, si on peut dire, sont acceptés et prennent un visage nouveau, mais ils ont très bien pu reprendre même des morceaux de texte tout à fait anciens. On peut parler, je pense, d'un usage monumental du langage, c'est-à-dire le langage a déjà tout dit. Et il est là, et simplement pour lui faire dire quelque chose d'émouvant, parce qu'il s'agit d'être pris quand même par ce qu'on raconte. Il s'agit de plaire aussi quand même, l'Iliade, il s'agit de plaire. Alors, il s'agit de procurer du plaisir. On sait par Platon, parce qu'on a peu de récits des grandes récitations, grandes performances, comme on dit, épiques, mais Platon en raconte une, ça mettait les gens en transe, comme un concert rock. Donc véritablement, c'était pas annonné, c'était des choses qui mettaient les gens en état de folie, justement. Et pour ça que Platon est contre. Alors, puisqu'on parlait justement de la colère d'Achille, on écoute un tout petit extrait lu
dans les deux langues. Donc nous sommes au tout début de l'Iliade, c'est-à-dire au moment de la colère d'Achille. Achille à qui Agamemnon veut prendre Briséis. Je ne sais même pas si on a donné l'objet de la colère, oui, par ailleurs. Mais si. La voici. Moi, les Troyens bons lanciers ne m'ont rien fait. Je ne suis pas venu ici m'en prendre à eux. Ogaregotron henekeluton aikmetan, deuromakesomenos, epeo timoyaitio yeisin. Il lui répond alors, Agamemnon, le maître des guerriers. Anaxandron Agamemnon. Va-t'en donc, si le cœur t'en dit, ce n'est pas moi qui te supplierai de rester. Pas pour moi, j'en ai bien assez d'autres pour m'honorer, dont le premier, Zeus le rusé. Mais tietas Deus. Phoebos Apollon me prive de Chryséis. Soit, je vais sur mon vaisseau, sous mon escorte, la renvoyer. Mais c'est Briséis aux belles joues, ta belle prise, que j'irai chercher moi-même dans ton camp. Tu vas comprendre combien je suis meilleur que toi. Et malheur à quiconque osera me parler comme à un égal et me répondre en face. Ego decago briseida callipareion, autosion clisiendetos songeras opreveideis, hoson perteros emiseten, stugeai decaiallos, isonemoi pastai, kai homoia termenayanten. Il dit, la peine alors prit le fils de Pélée, son cœur, sous son torse velu, se partage en deux, il hésite. Dégainer la lame tranchante de sa cuisse, s'écarter de la masse et massacrer le fils d'Atrée, ou museler sa rage, retenir son ardeur. Tandis qu'il agite cela dans son esprit et dans son cœur, et qu'il tire de son fourreau sa grande épée, Athéna tombe du haut du ciel. Un extrait de l'Iliade des femmes, édité par les éditions des femmes dans la collection de la Bibliothèque des Voix. Donc, ce qu'on a entendu, ce sont les voix de Daniel Mesguich et Emmanuel Lascaux. Alors, je ne sais pas très bien selon quelle règle ou quel modèle il a choisi le ton avec lequel il disait le poème. Là, ce qu'on a entendu, c'est Emmanuel Lascaux qui est, on peut dire le grec ancien. Alors, comment c'était ensuite récité, ça on ne sait pas. Mais ce qu'il a fait lui, c'est de mettre en rapport le rythme, les longues et les brèves, avec les accents mélodiques. Donc c'est pour ça que c'est chantant. Donc, alors peut-être qu'il y avait du chant en plus, ça on ne sait pas bien. Mais le vers, c'est une expérience qui fait que on passe par du désordre, parce qu'il y a les coupes qui sont jamais au milieu, etc. Et finalement, ça se rétablit. Les fameux vers boiteux. Voilà, c'est un vers boiteux ça finit par une pause. Et Homère, je pense que c'est ça, c'est-à-dire que on a des certitudes, on peut dire voilà, les Troyens ont pris Hélène, donc ils doivent payer, etc. Moi, encore des interprètes pensent comme ça. Hector, il devient un peu fou, et puis Achille, c'est un sanguinaire, donc c'est pas bien. Donc mieux vaut être Ulysse, qui est quand même aussi un sanguinaire, parce qu'il tue tous les prétendants, et après il veut tuer tous les pères des prétendants. Bon, heureusement, il est arrêté. Bon, ces gens étaient quand même des brutes. Et je veux dire, ce qu'il y a, c'est que c'est la forme poétique qui crée ces déplacements et qui quelque chose se rétablit. Et ça, je pense que c'est la force de cette poésie. Et je pense que la force de cette poésie, qui ne juge pas, qui n'absente pas morale, c'est de rendre assimilable et compréhensible toutes les expériences extrêmes. Et ça, je crois que ça, c'est la forme même. Et à travers un langage qui est au passé. Voilà, donc on ne choisit pas entre Achéens et Troyens, entre Achille et Ulysse, mais on est tout ça à la fois. Et ce qui importe, c'est la construction. C'est le fait, c'est le poème comme parcours qui arrive quand même à une conclusion. Mais est-ce que vous pensez pas que de toute façon, dans la poésie, il y a la nécessité de quelque chose qui boite et qu'on rétablit? Moi, je trouve que c'est l'essence même de la poésie et que ce soit en vers ou en prose, d'ailleurs. Parce que sinon, on a affaire à une sorte d'harmonie préétablie et quelqu'un qui s'installerait tout de suite dans l'harmonie serait purement académique. Non, il faut de la dissonance. Il ne pourrait que répéter ce qui a déjà été harmonique. Non, il faut l'harmonie se rétablit de manière paradoxale, même si c'est et un peu d'aveuglement aussi, à propos d'Homère, ça pourrait passer pour un mauvais jeu de mots. On va y venir. Parce que on ne sait pas tout à fait où on va. Le récit n'est pas écrit d'avance.
Alors, dans la poésie de la nôtre. Hein. Ni dans l'Iliade. C'est ça voilà, qui est fabuleux. C'est-à-dire que on dit le mythe. Alors on dit souvent, voilà, moi j'ai beaucoup de collègues qui disent la poésie c'est le mythe qui se colporte, se transporte. Mais précisément pas. Le mythe c'est quoi? C'est que Troie doit tomber. Alors pour quelle raison? On sait pas. Là il y a plusieurs interprétations. Hector doit mourir, Achille doit mourir, Patrocle doit mourir. Ça c'est le mythe. C'est incontournable. Le poème n'arrête pas de faire comme si on pouvait éviter ça. Donc, et il y a tout le temps ce motif de « il s'en est fallu de peu que les Troyens soient pris, la ville soit prise avant terme, si on peut dire, que les Achéens soient chassés à la mer ». La poésie, elle pose le mythe, ça c'est nécessaire. Et en même temps, ce sont comme des vagues qui viennent heurter le mythe pour faire les éclats. Ce qui est beau, c'est que c'est précisément pas le mythe. Par exemple, Troie ne peut pas tomber tant que Hector est vivant. Hector, c'est celui qui tient la ville. Il faut que Achille le tue. Il n'y a qu'Achille qui puisse le tuer. Ça arrive au chant 22. Et il ne reprend les armes, Achille, qu'au chant 19, parce que son ami Patrocle a été tué. Mais donc tout ce qui se passe entre le chant 1 et le chant 19, du point de vue de la guerre, ne sert à rien. C'est-à-dire que la guerre ne peut pas aboutir ni dans un sens ni dans l'autre. Alors c'est ça qui est intéressant, cette poésie s'installe dans la possibilité qu'il n'y ait pas de mythe. Mais oui. le mythe s'impose. Voilà. Elle s'installe aussi, il me semble, dans une zone où il n'y a plus de vrai et de faux. Je crois qu'à un moment, vous le dites d'ailleurs, dans une page qui m'a beaucoup parlé, enfin j'étais entièrement d'accord, la poésie se déroule dans une espèce de zone franche, comme ça, entre le réel et l'imaginaire, où la question du vrai et du faux ne se pose plus. Non pas qu'on accepte n'importe quel mensonge, il ne s'agit pas de ça, mais il y a une sorte de lumière du mythe, pas le mythe lui-même, mais de lumière ou d'atmosphère du mythe, dans lequel vit la poésie. Et ça peut continuer. Par exemple, quand j'ai intitulé ce livre « Homère au royaume des morts à les yeux ouverts », l'image m'a été suggérée par Swift. C'est Swift qui invente un Homère qui voit parce qu'il est mort, parce qu'il n'a plus besoin d'être aveugle, puisqu'il est mort, donc il n'écrit plus, il ne compose plus, donc il n'a plus besoin d'être aveugle. Alors une chose frappe, je voudrais revenir quand même un petit peu sur la biographie et donc sur la question homérique que vous déplacez complètement. C'est bien aussi l'un des mérites de cette biographie. C'est, vous l'avez dit, le fait que les anciens, eux, n'aient jamais douté de l'existence d'Homère et que nous, ma foi, ça a dû commencer à peu près à la Renaissance, en tout cas. On a commencé à douter très sérieusement et même à admettre tout à fait qu'Homère n'avait pas existé. Qu'est-ce que ce changement de point de vue nous raconte à nous maintenant aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire que les anciens n'avaient pas la même notion d'auteur que nous, ou la même notion de la réalité que nous, peut-être même la même notion de l'histoire que nous? Pour un grec normalement constitué, il n'y a pas de progrès, c'est-à-dire que l'avenir n'apporte rien. Nous pensons tous que ça c'est dû aux religions, au salut, que ça sera mieux après. Bon, bien il y aura une révélation, il y aura les temps derniers, la fin de l'histoire, tout ce qu'on veut. Pour un grec, tout ça a lieu dans le passé. Ça veut dire que quand quelqu'un chante ces histoires-là, il chante une chose définitivement perdue. C'est-à-dire une chose qu'on ne va jamais pouvoir reconstituer. Alors il y a des gens qui se disaient, si on peut redevenir des Achilles, etc. Donc les tyrans, par exemple, qui pensaient qu'ils pouvaient faire cet anachronisme. Et là, les poètes se disaient, non, ça marche pas. Donc c'est toujours une poésie rétrospective. L'auteur, et alors il existe pour les anciens, c'est celui qui sait redire ce qu'on a déjà dit tant de fois. C'est vraiment ça. Alors, face à ça, il y a d'autres auteurs comme Hésiode qui disent, oui, d'accord, mais tout ce qu'on dit sur les dieux, c'est faux. Moi, je vais vous dire ce que c'est vraiment que Zeus, Chronos, Uranos, ce que c'est que la justice, ce que c'est que le droit. Alors là, on peut dire, c'est comme les prophètes de la Bible. Ce sont des gens qui contre l'ordre établi, veulent imposer une autorité. Ensuite, ça devient les philosophes, qui étaient comme des prophètes, qui savaient circuler avec des vêtements magnifiques, etc., et qui faisaient des constitutions, qui disaient comment il faut faire le droit, etc. Puis ça va donner Platon, tout ça. Là, les poètes, c'est justement pas ça. C'est-à-dire, c'est dire ce que vous avez entendu, je vais vous le faire réentendre. Autrement, et là, vous allez, c'est dans l'écart que, même parfois minimal, et même à l'intérieur même de l'Iliade, c'est ça qui est étonnant. La même chose peut être racontée de différentes manières pour qu'on entende ces écarts. Et dans ce cas-là, on voit comment le langage du temps se met en œuvre. Mais c'est pas un temps prophétique, c'est pas un temps historique. On se dise voilà, je vais vous délivrer la vérité pour le futur. Ça, c'est une chose qui est pour les anciens, je crois que c'est capital. Les philosophes ont essayé. Alors c'est intéressant, ce sont les philosophes qui pensent qu'il y a le futur peut apporter du bien. Mais ils sont obligés de penser le chose que voilà, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de jugement dernier.
Et donc ça va recommencer. Et pour Platon, Aristote, le temps de l'histoire est un temps cyclique. Pas pour Homère, c'est fini, définitivement, c'est derrière nous, tout ça. Donc on vit sur un mode symbolique. Après, ça va être la tragédie, ça va être Pindare, etc., quoi. Alors, on a quand même quelques petites informations sur Homère. En tout cas, vous collectez évidemment toutes ces vies avec ces nœuds, ces variations, ces contradictions, ces vies d'Homère qui ont été écrites par les anciens. En quoi est-ce que la cécité d'Homère serait, au fond, nécessaire au mythe, si elle l'est? Ou l'éventuelle cécité d'Homère? Parce que alors, il y en a qui disent qu'Homère n'était pas aveugle parce qu'il décrit tellement bien les paysages, etc. Donc il avait ses yeux. Il y a encore des philologues d'aujourd'hui qui disent ça. Bon. On peut avoir vu et devenu aveugle. Et par exemple, oui, il y en a qui disent qu'il était aveugle de naissance, d'autres qui disent que non, etc. Tout est possible, mais il faut parler de en tout cas, c'est là. Voilà, ça, c'est vrai. La cécité, c'est ça qui est vrai. C'est que Homère a un rapport privilégié avec la cécité. Alors, les muses, alors ça, c'est pas dans Homère, parce que Homère les décrit pas, il les fait venir. Dans Hésiode, elles sont, comme on dit, couvertes de nuit. Pourquoi? Parce que c'est le langage, et le langage, on ne le voit pas. Donc le langage, c'est le médium invisible, ce ne sont pas des images, et qui parle de l'invisible, ça parle des dieux. Aucun grec n'a assisté aux discussions dans l'Olympe, évidemment. Il faut que ce soit... Il y a que les muses qui elles, fréquentent l'Olympe. Donc c'est l'invisible, c'est ce qu'il y a de plus lumineux, de plus glorieux, mais c'est la nuit. Et donc, si le langage, c'est de la nuit, ça veut dire qu'il n'y a aucune illusion à se faire. Et donc, le langage peut être faux. Même quand il est faux, il dit du vrai parce qu'il fait s'échapper du trop visible. Et c'est ça, il s'agit de quitter ce qu'on croit connaître pour repasser à autre chose. Et c'est là où les philosophes vont intervenir, vont dire non, c'est le visible qu'il faut interpréter, ce qui est, et là on va trouver les causes peut-être invisibles, mais on va partir du visible. Homère dit non, c'est même pas la peine. Ce qui compte vraiment a eu lieu, déjà. Puisque si Homère, alors en faisant très très court, si Homère est au fond fait de ses auditeurs, ou fait de ses lecteurs, qu'est-ce que ça voudrait dire que d'accepter de suivre un aveugle? Alors ça c'est vraiment, là vous venez de citer en fait l'hymne à Apollon. Homère est fait de ses auditeurs, qui est du VIe siècle, qui est un texte mais absolument extraordinaire. Et je crois que ça fait comprendre ça. C'est un texte étonnant. On parle d'une récitation poétique d'un chœur de jeunes filles, donc à Délos, qui sont au service d'Apollon. Alors, elles racontent les histoires homériques, c'est-à-dire les héros, etc. Mais au lieu de dire qu'elles imitent les dieux ou les héros, ce qu'on attendrait avec le verbe imiter, mimeistai, mimesis, on dit qu'elles imitent les voix des auditeurs. C'est absolument surprenant. Ce qui fait que avec leur manière de prononcer, d'articuler les sons, en les saccadant, en les coupant, en faisant du rythme, elles imitent les voix de toutes les tribus humaines, tous les langages, alors c'était des dialectes grecs différents, ce qui fait que, et ce que ça reprend ce que vous avez dit, ce qui fait que chacun qui entend ça peut croire que c'est lui qui parle. C'est pas le poète qui va raconter, ou ces jeunes filles qui racontent les faits du passé, que c'est lui qui parle, parce qu'il aura entendu sa propre langue dans cette langue qui pourtant n'est pas la sienne au départ. Et ça, c'est absolument magnifique. C'est une analyse de la poésie, mais stupéfiante. C'est-à-dire que c'est un langage universel au sens, c'est un langage des langages. Il est tellement matériel dans les sons, dans le rythme, dans les voyelles, l'ouverture des voyelles et le saccadement, le côté saccadé des consonnes, etc. C'est vraiment ce qu'est la langue en soi. C'est une langue des langues. Et c'est par là qu'on peut rentrer. Donc les gens, alors que c'est pas leur monde, c'est pas leur langue, c'est une langue artificielle, la langue homérique, les gens se projettent dans ça. Ils disent oui, finalement, ça pourrait être moi qui dis ça, alors que c'est pas du tout leur langue quotidienne. Et ça, c'est un texte stupéfiant. Je veux dire, donc on est très loin de l'idée que la poésie imite une action passée. Ça, c'est les philosophes qui vont dire ça. Là, ils disent la langue poétique imite le langage. C'est quand même extraordinaire. Donc le langage de tout le monde, c'est une chose. Moi, quand je me suis rendu compte de ça, je veux dire, et celui qui raconte ça, et après il se présente, je suis le vieil aveugle. Effectivement, il faut être aveugle pour ça. Donc on n'est pas dans les choses réelles, on est entièrement dans les sons. C'est ça, Gérard Massé, la cécité, c'est entrer dans l'univers du langage? Oui, c'est aussi, bien après Homère, nous avons épousé à peu près l'idée du poète voyant. Et pour être voyant, il faut voir dans les ténèbres. Alors, voir en plein jour, ça ne fait pas de vous un voyant. Donc il faut avoir fréquenté les ténèbres, avoir vu dans les ténèbres, en être revenu. Et les ténèbres, c'est aussi le monde funèbre.
Vous remarquerez que il y a eu d'autres poètes aveugles, Milton par exemple, Le Paradis perdu, et Borges, qui savait ce qu'il disait, en a beaucoup joué. Avec beaucoup d'ironie, ce qui est toujours formidable chez lui. Où il dit, je sais bien, disait-il à certains moments, je sais bien que mon prestige vient du fait que j'ai les paupières baissées et que je suis devenu aveugle, sinon je compterais beaucoup moins pour les autres. Et il ajoutait d'ailleurs, la preuve que la cécité donne du prestige, c'est que mon beau-frère qui est sourd n'a aucun prestige. Fermer les yeux, c'est aussi avoir accès à la vie intérieure. Voilà, là je ne parle plus d'Homère, mais je parle de nous tous, voilà, pour élucubrer, pour entendre ce qui se dit malgré nous, ou pour s'abandonner à ce qui vient tout seul. C'est ça que j'appellerais la vie intérieure. Il faut vraiment fermer les yeux. Alors fermer les yeux, ça peut être réellement les fermer, c'est-à-dire, ça m'arrive d'ailleurs je compose en fermant les yeux. C'est ce que j'allais vous demander, oui, parce que vous qui écrivez de tête, vous qui traduisez de tête, même aussi parfois. Oui, je n'ai pas de manuscrit, est-ce que vous fermez les yeux, alors, au sens propre et figuré? Alors, pour traverser la rue, il vaut mieux pas. Mais j'allais dire, voilà, il faut s'allonger. Nietzsche dit très bien ça aussi, contre la pensée debout, ou la pensée assise, il y a une pensée couchée. Bon, une pensée couchée, c'est celle qui ferme les yeux. Vous pouvez bien avoir les yeux ouverts, peu importe. Symboliquement, vous avez fermé les yeux à la réalité qui vous entoure. D'où toutes les légendes autour d'une inspiration qui vous sort de vous-même. Une certaine idée du poète. Absolument. Oui, je suis entièrement d'accord, vous avez raison de le rappeler. Mais on a vécu là-dessus pendant longtemps, voir le romantisme allemand, voir Nerval, etc. Vous voyez. Donc il y a les hymnes à la nuit de Novalis, le monde nocturne de Nerval viennent de là. Voilà, il faut effacer un peu de la réalité autour de soi pour mieux la retrouver. Voilà. Là, il y a l'opération poétique, si on cherche pas à la définir, mais elle est là. Et elle est là, pour moi en tout cas, de façon... c'est une expérience. Un extrait des Regards sur l'enfant Jésus d'Olivier Messiaen, pièce pour piano. Celle-ci s'appelle Regards des auteurs, interprétée par Roger Murano et parue sous le label Deutsche Grammophon. Lire, interpréter, traduire Homère, Pierre Judet de Lacombe, pour vous, ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça? C'est la raison pour laquelle vous avez demandé absolument, parce que ça paraît paradoxal, mais c'est proche d'Homère, ça. C'est-à-dire comme manière de faire. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a cherché une mélodie dans Homère. L'action qui se déroulait linéairement, on la trouvait pas. Donc on appelait ça la théorie des leaders, du lead, donc au 19e siècle, et puis on a découpé Homère parce que voilà. Et là on voit comment il n'y a pas de mélodie, ce sont des grappes de sons qui s'opposent les unes aux autres. Alors la mélodie, enfin le rythme, ça vient du passage d'une grappe à l'autre. Bon. Et Homère, c'est vraiment ça. Ce sont pas seulement des formules, ce sont pas seulement des scènes typiques ou des grandes actions dont on chercherait la linéarité. Ce sont des blocs de vers où un mot se renverse, une même expression est prise dans deux sens différents. Donc comme une grappe qui se compacte et est suivie d'une autre, puis d'une autre. Il y a quelque chose comme une unité qui se dégage, qui est pas simplement une atmosphère. Quand on voit, c'est un développement de petits modules. Et ça, je pense, c'est tout à fait réjouissant de se dire que des modèles contemporains d'art permettent de comprendre beaucoup mieux ce qui s'est passé avec les premiers poèmes que l'on a. C'est-à-dire qu'il faut inventer de nouvelles formes d'unité. Et c'est donc pas le mythe, c'est pas l'action, c'est pas le personnage, etc. C'est pas le destin, c'est des situations différentes et qui sont vraiment compactes. Et donc c'est pour ça qu'Homère pouvait être récité, ou bien on récitait tout, les 3 jours qu'il faut pour dire l'Iliade, ou bien récité de manière très très limitée. On peut prendre le bouclier d'Achille, par exemple, qui est aussi une forme comme ça, une grappe de sens.
Alors qu'est-ce qu'il faut inventer, Pierre Judet de Lacombe, justement? Alors c'est peut-être pas un mot qui résonne bien aux oreilles d'un philologue, mais qu'est-ce qu'il faut inventer en termes de traduction, justement, quand on s'attaque à ces grappes? Alors, c'est qu'il faut être très très attentif. Donc la traduction suppose l'interprétation, c'est-à-dire là, il faut vraiment regarder comment c'est fait. Bon, et là, on s'aide de tous les outils qui existent, les grammaires, etc. Et il faut essayer de restituer de cette virtuosité d'Homère qui est gigantesque. Il faut faut en faire un événement, il faut en faire une temporalité. Alors, ou bien on peut faire du rythme. Bon, Philippe Brunet a fait ça. Bon, il a refait un examen de français. On peut se dire aussi c'est pas la peine. On peut faire comme Philippe Jacotet avec sa traduction magnifique de l'Odyssée, qui s'est donné une forme un peu libre. Donc ça c'est aussi une chose. Bon, lui c'est un très grand poète. On peut aussi, moi qui suis pas poète, ce que j'essaie de mettre en évidence, c'est la grammaire, c'est la syntaxe, c'est-à-dire que les phrases c'est du lien. Et souvent au début des vers, vous avez des tas de particules, des mots syntaxiques. Comme quand, etc. Alors que, voilà, alors que d'une part, bon, comment. Et donc ça lance l'écoute. Et ensuite vous avez le contenu qui vient. Moi, dans ma traduction, j'essaye un peu en respectant chaque vers, mais sans métrique. J'essaie un peu de montrer que les vers c'est comme une flèche qui est tirée, c'est un trajet. J'essaie de montrer ça. Mais à partir de ce qu'on sait faire en français, c'est la syntaxe, alors qu'on a beaucoup moins de mots qu'en grec. Donc il y a 5 mots pour dire la mer en grec. En français, on n'en a qu'un. Vous écoutez France Culture, Poésie et ainsi de suite, par Manu Farine. Il y a donc cette biographie, il y a la traduction, il y a eu des années de séminaires autour de Homère, des articles, ce petit livre, Être Achille ou Ulysse, j'en oublie sans doute, plein encore. Qu'est-ce que la fréquentation assidue, pour le moins assidue d'Homère, vous a fait, à vous, Pierre Judet de Lacombe? Quand on voit comment sont faits ces textes, qui sont des textes grandioses, tous ces textes grecs, c'est l'idée qu'il n'y a pas d'idée arrêtée, justement, et que alors qu'on nous parle tout le temps de nos racines, de notre culture, de substances, etc., qu'on oppose à d'autres, donc une guerre des substances, une guerre des racines, des identités, et Homère, ce n'est pas une identité. C'est ça qui est fort. Ni Échille, ni Pindare, ni Platon, etc. Ce sont des parcours qui ont un but. Donc il ne s'agit pas de partir n'importe où, mais il s'agit de construire quelque chose à partir de ce qu'on a. Et là, c'est un travail historique. Et du coup, en travaillant comme ça sur les textes, ça m'a fait réfléchir sur ce que sont les langues, enseigner les langues et qu'est-ce que c'est que la culture. Et donc ça, paradoxalement, le fait de travailler sur les vieux Grecs qu'on nous présente toujours comme une origine, ce qui ne sont pas, non seulement ça ouvre sur des expériences contemporaines, aussi des exigences contemporaines, mais ça ouvre sur des idées politiques au sens où qu'est-ce qu'il faut transmettre aux gens et aux élèves. Et donc c'est que le langage c'est un vecteur d'aventure, ça permet de se constituer, de se défaire, de se refaire. Donc c'est contre l'idée d'une identité figée qui revient tellement puissamment maintenant. On a tendance à interpréter ces textes comme si ça servait à renforcer les identités politiques, sociales, culturelles. Et ça, c'est pour moi la plus grande trahison, parce que le langage fait le contraire de ça. Alors pour en revenir à Homère, la question de la voix, ou en tout cas la question de qui parle, ou qui se cache, ou qui ne dit pas son nom, vous la posez aussi, Gérard Massé, dans le recueil, donc Homère au royaume des morts a les yeux ouverts. Je pense notamment à la 3e partie du recueil, qui est titrée La fin des temps comme toujours, et ça commence par ces précautions. J'ai écrit les poèmes qui suivent, mais ce n'est pas moi qui parle. Qui d'autre? Je ne saurais dire avec précision, sans doute l'homme effaré en moi, à qui je donne parfois la parole et l'hospitalité, jamais très longtemps, car il se lasse assez vite, pas plus que moi il n'aime la compagnie qui se prolonge, quand il revient, c'est avec l'énergie du désespoir qui redonne la force de vivre. Cette question-là, est-ce que c'est une question préalable à toute écriture pour vous, Gérard Massé, de savoir qui parle? Elle n'est pas préalable, mais elle se pose au fur et à mesure qu'on fait. Et si j'ai fini par écrire les lignes que vous venez de citer, c'est justement après avoir écrit pas mal finalement, vous voyez. Et en me disant, dans la poésie moderne, souvent, on a l'idée que le « je » qui parle, c'est le « je » de l'auteur, quasiment celui de l'état civil, ou un « je » purement psychologique.
Hein. La place du jeu, c'est pas forcément la place du mort, mais ça se pose en poésie. Vous voyez, il y a de l'imaginaire en poésie, on l'oublie trop souvent. Je suis un porte-voix. Alors un porte-voix qui n'est pas complètement détaché de ma personne, mais qui n'est pas seulement ma personne. C'est un jeu en partie construit, en partie imaginaire, et un jeu qui, là aussi, se déplace et bouge. Qui parle, Gérard Massé, à la fin des années 70, quand vous commencez à écrire? Quand vous publiez Les Jardins de Babel, par exemple, qui parle? Je me permets, c'est le Jardin des Langues et le Jardin des Langues et les balcons de Babel. Les balcons de Babel. J'ai déjà fait l'erreur tout à l'heure ou pas? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, mais c'est pas si mal non plus. C'est pas si mal. Je pourrais grouper les deux volumes. Le Jardin des Langues. Alors, qui parle dans le Jardin des Langues? C'est vraiment une voix presque de ventriloque. Il y a quelque chose là qui est de l'ordre du langage que j'avais besoin de retraverser, d'expérience enfantine du langage. C'est comme si je ne comprenais pas ce qui se dit. Quand on est enfant, qu'on soit sous la table ou dans la pièce à côté, peu importe, on entend mais on ne comprend pas tout. Nous sommes dans le langage, mais enfant, je ne vais pas citer une fois de plus l'étymologie de infants. Si, je vous en prie. Bon, enfin, c'est celui qui ne sait pas encore parler. Là, celui qui sait parler ne sait pas forcément entendre. Il ne comprend pas tout. Voilà, il n'est pas dans la clarté du langage. Et je pense que dans l'écriture poétique, il y a non pas une régression, mais un retour, une réinvention de cet état-là. C'est pourquoi je me suis intéressé en prose, cette fois par exemple, à une figure comme celle de Champollion. C'est quelqu'un qui forcément admet qu'il ne comprend pas et veut essayer de comprendre, et il sait qu'il ne comprendra pas tout. Vous voyez, il est voilà, perpétuellement dans un entre-deux. Et donc, j'avais, quand j'ai écrit ces deux premiers livres, j'éprouvais la nécessité de retraverser cette expérience-là et de m'abandonner, ça donne quelque chose peut-être de difficilement lisible pour les autres et pour moi aujourd'hui, à ce qui venait. Alors, en le contrôlant malgré tout, on n'est pas dans l'art brut. On n'est pas dans la folie, non plus pas dans le délire total, mais en m'abandonnant quand même à ce qui venait. Et je m'aperçois que d'ailleurs dans le tout premier livre, qui est une espèce de grimoire, il y a à peu près tout ce que j'ai fait ensuite. Et ensuite, j'ai passé mon temps à essayer peut-être de clarifier autant que possible, on n'y arrive jamais totalement, et ça m'a donné tous les livres que j'ai fait ensuite. Vous voyez, il y a une espèce de programme, mais inconscient et obscur, de ce que j'allais faire par la suite. Et aussi d'une langue qui, elle, a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'au lieu de cet abandon qu'on pourrait qualifier presque de post-surréaliste pour essayer de situer les choses comme ça, j'ai eu de plus en plus, j'ai éprouvé le besoin, pour moi-même d'abord, d'être de plus en plus clair en sachant qu'on ne peut jamais l'être tout à fait. Parce que sinon on l'écrit plus. Alors dans Chenille et Papillon, ce n'est pas tout à fait étranger à ce que, enfin, ce n'est même pas du tout étranger à ce que vous venez de dire, qui vient de paraître aux éditions La Pionnière. Vous laissez donc une série de 4 poèmes et un très court essai dérivés de langue en langue. Alors il y en a 8 pour être précis: le grec ancien, le latin, l'allemand et l'italien, l'arabe, le persan, le coréen et le japonais. Et pour chaque langue, 2 traducteurs, donc 2 traductions différentes de ces séries de 4 poèmes, et même une rétro-traduction en français pour chacun d'eux, alors la rétro-traduction, elle ne figure pas dans le recueil. Donc il y a des chenilles, c'est-à-dire vos poèmes, et puis les papillons, c'est-à-dire leur traduction. Alors la chenille commence comme suit, si j'arrive à mettre la main dessus. Il y avait des chevilles en poésie, maintenant des chenilles. Oui. En sortant de la caverne, nous verrons les mirages qu'on rêve depuis toujours de traverser à pied sec. Des flaques d'eau qui s'évaporent quand on avance, des nappes de lumière dans lesquelles on voit des lacs. Aucun prophète, aucun pharaon pour marcher devant nous, pas de mer rouge qui s'ouvrirait d'elle-même, comme les grandes lèvres des femmes, mais un au-delà qui recule en même temps que l'horizon. Et ça donne en coréen. 동굴에서 나가면 발 적시지 않고 건너기를 오래전부터 꿈꿔온 신기루를 보게 되리라. 앞으로 나아가면 자취를 감춰버리는 무릉덩이. 겹겹이 쌓인 빗속에 호수들이 보이는구나. 우리 앞을 걷는 선지자나 파라오는 없나니 여인들의 대음순처럼 열리는 홍해는 없으되 지평선과 동시에 물러나는 저 세상이 있구나. C'est un vieux rêve. Nous traverserons à pied sec les mirages qui éblouissent à la sortie d'une grotte,
les flaques d'eau qui disparaissent en avançant, les strates de lumière que les lacs reflètent. Pas un prophète, pas un pharaon pour nous guider. Sans la mer Rouge qui s'ouvre elle-même comme les lèvres secrètes des femmes, l'autre monde s'éloigne avec l'horizon. Alors, le dernier poème qu'on vient d'entendre était donc la rétro-traduction à partir d'une des traductions en coréen du poème source, c'est-à-dire du poème chenille. Gérard Massé, qui parle dans cette version française, justement, celle qu'on vient d'entendre et qui a voyagé par le coréen, c'est encore vous ? Plus tout à fait. Quand on est traduit, on se reconnaît en partie et pas complètement. C'est un peu, vous savez, c'est l'expérience du miroir. Bon, voilà, on ne se voit jamais comme les autres nous voient. Et donc, c'est une image, là, non seulement dont la symétrie est changée, mais en plus de la traduction, il y a un miroir déformant. Donc voilà l'image que je pourrais prendre. Peut-être je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté, mais c'est évidemment pas moi qui ai fait les versions étrangères des poèmes. C'est clair. Hein, oui. Ah oui, que ce ne sont pas vos traductions. J'ai bien signalé qu'il y avait 2 traducteurs à chaque fois pour chacun des poèmes. C'est une expérience qui a été menée en fait à partir de l'université de Grenoble, où j'avais été l'an dernier, parce qu'il y avait un colloque autour de mes livres. Bon, puis il y a quelqu'un qui s'est emparé de quelques poèmes, enfin qui m'a demandé, puis une prose, pour se livrer à ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire à des dérives comme ça dans plusieurs langues, avec rétro-traduction à la fin. Mais la rétro-traduction, je l'ai découverte quand je suis allé voir le résultat final, vous voyez. J'ai découvert ces poèmes en français qui n'étaient plus tout à fait les miens, mais il y a un moment où j'ai dû aller vérifier, vous savez, ce que j'avais écrit, parce que je ne savais plus trop bien d'où c'était parti. Vous voyez. Alors au fond, Gérard Massé, ce que ça met en jeu, même et surtout visuellement d'ailleurs, je pense au japonais, à l'arabe, au coréen, au grec, c'est qu'il n'y a pas d'adéquation entre les langues, en tout cas c'est ce que vous écrivez dans le petit essai, et que probablement personne n'aura accès à l'ensemble de ces traductions, ça va sans dire. Est-ce que ça veut dire que ce qui est en jeu ici, c'est la perte, c'est l'écart, c'est le défaut, comme dirait Mallarmé, que vous citez à ce sujet ? Mallarmé parle du défaut, faudrait resituer le contexte, il parle du défaut des langues en cela que plusieurs, oui. Il dit qu'il faut rémunérer le défaut. Bon, une métaphore fiduciaire, comme ça, qui redonne de la valeur. Alors, mais qui peut prendre son sens ici aussi. Oui, alors il peut y avoir une perte de valeur, mais il peut y avoir aussi même une valeur supplémentaire. Mais en tout cas, presque jamais dans la traduction d'équivalent absolu. Voilà. Ni formellement, parce que les langues sont construites différemment et ont des sonorités qui ne sont pas les mêmes, ne sont pas accentuées de la même façon, etc. Donc il n'y a pas d'équivalence possible, terme à terme en tout cas. Voilà, il y a un déséquilibre qui est tout à fait intéressant, parce que on se lamente en général, enfin je m'élève un peu contre cette idée de ce que la poésie soit pas traduisible. Mais je réponds à ça. Certes, elle n'est pas traduisible si on espère une correspondance exacte. Mais ce serait une idée un peu naïve de la traduction. Et au contraire, heureusement qu'on la traduit. D'abord parce que ça la fait vivre. Ensuite parce qu'on ne lirait pas grand-chose. Moi, je n'aurais jamais lu Homère, par exemple, s'il n'y avait pas eu de traduction, la traduction de Jacotet. Et donc, heureusement qu'on traduit. Simplement, il faut accepter que, en effet, dans cette traduction, il y a déplacement, décalage, perte, mais pas au sens négatif. Vous voyez, bon, voilà. Et puis, il peut arriver enfin, moi ça m'est arrivé, que on ne sache pas très bien une langue, mais qu'une édition bilingue soit tout à fait utilisable, qu'on puisse comprendre ce qu'on ne pourrait pas dire. La poésie est faite, je crois, enfin vraiment, autant elle doit être produite dans sa propre langue. Vous remarquerez qu'il y a très peu de poètes qui ont été écrits dans une langue étrangère par rapport aux romanciers. Très très peu. Il y a Gerasim Luka, Rilke qui a écrit des poèmes en français, mais enfin, c'est quand même pas son œuvre principale. Sans doute parce qu'il faut une mémoire affective de la langue et un son qui correspond à ce que j'appelais une voix intérieure sans mystique aucune. Sans doute j'ai été toujours très sensible à cette espèce d'étrangeté de la langue littéraire dans sa propre langue et de la diversité linguistique aussi, même quand j'étais lycéen, et de la diversité aussi
la façon de nommer les choses. Enfin, que j'ai fait de l'allemand quand j'étais au lycée. Je me souviens de l'apport extraordinaire, vous allez rire parce que c'est vraiment très simplet, mais du fait que le soleil soit féminin en allemand et que la lune soit masculine ou masculin, je sais plus comment dire. Mais bon, tout à coup, ça vous ouvre à une espèce de diversité dans l'approche du monde et du langage par rapport à la réalité. Si on y est un peu sensible à ces choses, tout à coup, le monde devient tout autre. Vous voyez. Et je me souviens avoir bricolé à partir de poèmes chinois et de traductions françaises dans l'anthologie de Paul de Miéville, qui était chez Gallimard, collection UNESCO, quand j'avais une vingtaine d'années, il y avait que ça qui était disponible. Et je me souviens avoir réécrit ces textes-là sans savoir un mot de chinois, mais en les refaisant à ma guise, en les adaptant à mon oreille et à mon oreille interne. Voilà, c'est tout ça la vie de la poésie. J'ai dit tout à l'heure que c'était une sorte de dérive, mais on pourrait aussi dire zigzag, qui est un mot que vous utilisez dans l'essai. Vous parlez de parcours en zigzag, et qui est un mot qu'on peut repérer dans d'autres de vos écrits aussi. Il dit le mouvement, et on sait que le terme de littérature ambulante vous est cher, mais pas seulement. Alors du coup, je vais vous poser une question, alors peut-être à laquelle vous ne pouvez pas du tout répondre, si ce mot zigzag ne s'est pas fixé de façon aussi claire que je semble le dire, mais qu'est-ce que ça pourrait dire de ce qu'on pourrait appeler votre pensée poétique, justement, que ce mouvement-là, du zigzag... Zigzag, c'est comme le boustrophélo, ça. Non, plaisanterie à part, oui, bien sûr que ça dit quelque chose. C'est-à-dire que je ne suis pas fou de la ligne droite, ou du point de départ et du point d'arrivée que je connaîtrais à l'avance. C'est de la ligne qui serait déjà tracée, puisque l'écriture du poème me semble le contraire même de cela. Alors, attention, il y a une poésie que je n'aime pas trop, qui est celle du laisser-aller total. Du lâcher tout, de l'informe. Je ne crois pas que de l'informe, on retire davantage que de ce qui est maîtrisé formellement. Ça, je ne le crois pas. Mais je ne crois pas non plus que ce qui est maîtrisé formellement, ou ce qui est tenu en laisse un peu, doivent donner une rigidité académique. Bon, voilà, entre les deux, il y a de la place pour beaucoup d'autres voies, beaucoup d'autres expériences. C'est là que j'essaie de me situer, entre zig et zag. Zigzag, ça veut dire aussi peut-être dérive acceptée, mais dérive qui ne va pas trop loin, qui retrouve son chemin après. Oui, je suis amoureux des détours, en voyage aussi d'ailleurs. Des détours, de ce qui... l'acceptation de la surprise. Il faut... sinon, la vie n'est pas drôle, tout simplement. Gérard Massé, Pierre Judet de Lacombe, merci à tous les deux. C'est la fin de cette émission, ou presque, puisque je vous laisse la terminer entre vous et sans moi. Alors, bon après-midi à vous, à toutes et à tous. Pierre, j'ai eu votre livre entre les mains assez tard, mais il y a un avantage à ça, c'est que je l'ai lu presque d'une traite, ce qui pour un livre savant peut être un défaut, mais en même temps, vous m'avez fait juste une confidence avant d'entrer dans ce studio, c'est que vous l'avez, vous, écrit d'une traite ou presque. Oui, quasiment, en 6 mois, oui. Après des cauchemars, parce que j'arrivais pas à saisir la chose, parce qu'il fallait inventer. Mais c'est vrai que après, j'ai voulu rire un peu. J'aime beaucoup le petit dialogue du début. Oui, qui est inventé, évidemment. Oui, l'éditeur a hésité, mais il l'a laissé, quoi. Oui, non, c'est très bien. Vous vous demandez comment est-ce qu'on peut écrire une biographie de quelqu'un dont l'existence n'est pas attestée, ou dont on sait si peu de choses. Oui. En tout cas, ce que je voudrais vous dire, c'est que je me prends évidemment pas pour Homère, ce serait un cas un peu lourd. Faudrait m'emmener aux petites maisons tout de suite. Mais quand vous parlez de la poésie, et avec l'expérience que j'en ai depuis quelques décennies maintenant, je m'y retrouve tout à fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a tout de même, alors que vous parlez avec grande précision au philologue que vous êtes, de ce monde grec et du monde homérique, il y a tout de même tant et tant de choses qui me parlent immédiatement. Ce qui voudrait dire qu'il y a, même à travers les siècles et les langues, quelque chose d'un peu de commun. Voilà. De commun, ça veut pas dire que c'est la même chose. Non, mais ça, je pense que on peut appeler ça des invariants. Bon, c'est un peu idiot de parler comme ça, mais ce que vous dites, ça fait vraiment extrêmement plaisir, parce que bon, si moi j'ai fait ce métier de philologue helléniste, c'est
en écoutant mai 68 Jean Bollack qui disait, vous savez, dans la poésie grecque ancienne, il y a beaucoup de poésie, même plus que dans la poésie contemporaine, ce qui est pas vrai parce qu'il était très ami de Fresno, de Boucher, de Céline, etc. Oui. Et donc, il s'agit de se mettre au service. Quand on n'est pas poète, c'est bon, ce que je suis pas, donc on se met au service des œuvres. Alors, et simplement, on découvre que donc ce qui a été dit, donc il y a une forme au départ on appelait ça, tous les gens autour de Jean Bollack, la réflexivité, la réflexion, c'est pas que ça, c'est une force de détachement qui crée du nouveau. Alors moi parce que j'ai essayé de traduire, j'ai pas retraduit en grec ancien les traductions, mais je veux dire, c'est toujours un travail contre la langue grise. Je veux dire, contre la langue de l'épuisement, de la résignation, qui est quand même la langue de beaucoup de traductions de textes, pas simplement anciens, de la langue qu'on apprend à l'école. Et moi, la question que je voulais vous poser, parce que moi, c'est facile, au sens où mes auteurs, ils ont tout dit, et de tellement bien que je dois simplement me mettre à la hauteur. Et vous pouvez pas, vous n'êtes pas dans une tradition. En tant qu'écrivain maintenant, vous êtes vous avez vous mettre, oui, etc. Forcément. Mais vous n'allez pas vous dire, je vais faire comme Homère qui répète. Je comprends ce que vous voulez dire. Je ne recopie pas un modèle. Voilà. Alors qu'Homère, oui, lui, mais c'est en reprenant qu'il change. Alors, moi, qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, sur, ce qui vous semble vraiment nouveau, original, dans ce que vous proposez, quand vous vous dites, là, j'ai trouvé quelque chose qui est vraiment bon, qu'on n'a pas dit, mais qui vaut le coup d'être dit. Qu'on n'a pas dit, non, c'est pas un critère pour moi. Enfin, je ne pense pas à ça, vous voyez, parce que d'abord, ce serait d'une grande prétention, et puis j'aurais surtout pas le moyen de vérifier. Avec eux. Oui, donc c'est pas tellement ça qui m'importe. Mais j'ai un critère. Alors, je vais vous dire lequel. C'est quand j'arrive à savoir par cœur ce que j'ai composé mentalement. Voilà. Et par cœur, c'est deux strophes, c'est beaucoup. Non, c'est des unités assez brèves, parce que je ne suis pas aède et je ne suis pas aveugle. Mais tout de même, il faut que ça puisse s'imprimer en moi, que ça puisse rester. Voilà, qu'il y ait une formulation qui s'impose. Donc, voilà. Et même si j'oublie, ça m'arrive 2 ou 3 jours après, je sais qu'à partir de 3 mots ou d'un fantôme de texte, je retrouverai. D'accord. Donc il y a une marque, donc une chose. Oui. Donc, je voulais juste vous lire ça parce que je lis avec un crayon à la main souvent, comme vous j'imagine, enfin comme tous les lecteurs assidus. Et je vais dire une phrase que j'ai cochée c'est à propos évidemment de Homère. Mieux vaut dire qu'il s'agit d'un mythe au sens plein, non pas une fiction, comme ont tendance à le penser beaucoup d'interprètes modernes, mais une vérité nécessaire. J'aime beaucoup cette phrase. With the beat forever in our mind, it gives us hope, it gives us strength, to carry on. Keep fighting till the end, and past the end, you will be strong. Too late to keep the world from dying. It's not too late to spread the love you share. And one day, we'll all be there. Yeah. Yes, we will. Poésie et ainsi de suite, c'est vendredi prochain, même heure. Merci à Thierry Beauchamp pour la préparation, à Claire Levasseur pour la technique et à François Connac pour la réalisation. Merci à Pierre Judet de Lacombe et Gérard Massé. Vous trouverez toutes les actualités des invités du jour sur le site de l'émission, à réécouter, partager, podcaster sur franceculture.fr.
À 17h, vous avez rendez-vous avec le magazine de la rédaction. Mais tout de suite, c'est l'heure de la méthode scientifique animée cette semaine par Michel Alberganti.